Je vais vous entretenir aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'un drame survenu il y a 2 siècles, en février 1820, et qui eut d'importantes conséquences pour l'histoire politique de la France. Il s'agit en effet de l'assassinat du duc de Berry, prince héritier du trône de France, et espoir des royalistes de l'époque, espoir de la monarchie restaurée, pour assurer la continuité de la lignée des Bourbons aînés. Alors, qui est ce personnage, ce duc de Berry? C'est le 2e fils du comte d'Artois, frère de Louis XVI. Il est né à Versailles en 1778. Il a émigré dès 1789, a servi à l'armée de Condé encore tout jeune dans les années 1790. Il s'est ensuite réfugié en Angleterre. Là, il a épousé Amy Brown, dont il a eu 2 filles contre l'avis de sa famille. 2 filles qui épouseront plus tard, l'une le baron de Charette, l'autre le baron de Faucigny-Lucinge. Et puis en 1814, il est rentré lors de la première Restauration. Il a suivi Louis XVIII, son oncle, à Gand après le retour de Napoléon. Et puis le voilà en juillet 1815 de retour à Paris après la défaite subie par l'empereur déchu à Waterloo. Alors là, on va passer aux choses sérieuses. Sa famille lui fait épouser Marie-Caroline de Naples, qui va lui donner 2 enfants, une fille qui épousera plus tard l'archiduc de Parme, et puis un enfant posthume, Henri, qui sera plus tard le comte de Chambord. Enfant posthume, puisque le 13 février 1820, le duc de Berry est assassiné. Alors, dans quelles circonstances se déroule l'événement? Nous sommes au coin de la rue Richelieu et de la rue Rameau, à hauteur de l'actuel square Louvois. C'est là que s'élevait en 1820 l'opéra. C'est à la sortie de l'opéra qu'il va être tué. Ce soir-là, on donnait 3 pièces en spectacle: le Carnaval de Venise, le Rossignol et les Noces de Gamache. Autant d'œuvres aujourd'hui bien oubliées, mais qui étaient données ce soir-là dans la salle de l'opéra. Un point à signaler: Virginie Oreille, qui était une des maîtresses du duc, qui était danseuse à l'opéra, devait intervenir dans le ballet prévu ce soir-là. Et Bouchon, le concierge du théâtre, s'attendait bien à voir le duc de Berry venir au spectacle pour admirer la dite Virginie Oreille. Et le prince va venir avec son épouse, Marie-Caroline, qui est enceinte, ce qui n'est pas connu de grand monde à ce moment précis. Les voitures les déposent à l'opéra. On leur ordonne de revenir pour 11h moins le quart, mais dans l'ombre déjà, le tueur est là. Le tueur, c'est Jean-Pierre Louvel, un ouvrier sellier, attaché aux écuries du roi, un personnage animé par une haine violente des Bourbons. Depuis 1814-1815, il se trouve à l'époque à Metz, et il ne supporte pas que le drapeau blanc revienne en France dans les fourgons des armées étrangères qui l'ont emporté sur l'empereur. Et après l'échec de celui-ci, en 1815, eh bien, il s'est juré de régler son compte à cette lignée des Bourbons qui, pour lui, a trahi la France. Il attend l'occasion. Il est revenu pour cela vers Paris en 1815. Une fois, il a vu passer la calèche du duc de Berry en forêt de Fontainebleau, mais il était trop loin. Il n'a pas pu intervenir, mais il attend
attend son heure. En attendant, le duc est au spectacle. Vers 11 heures, Marie-Caroline est fatiguée, donc il souhaite qu'elle puisse rentrer. Il l'accompagne à sa voiture et revient vers le spectacle en compagnie du comte de Choiseul. C'est à ce moment-là que Louvel surgit et va frapper le duc avant de s'enfuir. La victime pousse un cri, titube, l'effet de surprise évidemment est total. Le duc de Clermont-Lodève, le comte de Choiseul, un valet de pied et un factionnaire qui se trouvaient là poursuivent l'assassin. Pendant ce temps, Marie-Caroline, qui était déjà montée dans le carrosse, en saute sans qu'on ait mis le marchepied pour se porter auprès de son mari. Le duc, lui, de son côté, arrache le poignard qu'il l'a frappé. Et on l'emmène dans un petit vestibule destiné aux soldats de garde pour lui apporter secours. Le duc n'a pas vu son assassin, mais celui-ci a été arrêté par ses poursuivants. Clermont-Lodève va le conduire au commissaire de police Joly, chargé de la surveillance de l'opéra. Et sur l'assassin, on trouve un deuxième poignard dont il justifie la présence en expliquant c'était pour un autre, il ne manque pas de monde en France, répond l'assassin aux gendarmes qui l'interrogent. De plus, l'assassin se dit soulagé, ce qui est tout un programme. En attendant, on a transporté le duc dans le salon vert précédant la loge royale. Le public, pendant tout ce temps, évidemment, ne se doute de rien et les noces de Gamache continuent à l'intérieur de la salle. On installe le blessé dans un fauteuil, il saigne abondamment, il est très pâle. Le docteur Mancheton vient de la rue Lully en voisin, rue Lully derrière le théâtre. Un autre docteur, un certain Drogard, intervient aussi. Alors on opère des saignées, on installe un pansement tant bien que mal, mais manifestement les médecins sont très désarmés. Le duc pendant ce temps réclame sa femme, réclame l'identité du tueur, il se préoccupe de savoir si c'est un Français. On lui répond que oui, et il répond: j'aurais sans doute offensé cet homme. Un nouveau médecin, le docteur Hougon, entre à ce moment-là dans la danse, suce la plaie pour faciliter l'écoulement du sang. Que faites-vous là, mon ami? L'arme était peut-être empoisonnée, lui répond le duc. Pendant ce temps, Marie-Caroline pousse des cris et s'effondre en pleurs, alors que dans le théâtre, ça y est, la musique est terminée. La jeune Virginie Oreille, informée, arrive encore en costume de scène, elle sanglote, elle veut s'agenouiller, mais on l'écarte rapidement. Madame Adélaïde, la sœur du duc d'Orléans, qui s'est rendue aussi au chevet du duc, s'évanouit, on l'emporte également, puis on déplace le blessé dans une pièce voisine où l'on dresse un lit qu'a fourni le tapissier Duriez, qui habite en face du théâtre. Arrive le duc et la duchesse d'Angoulême, duc d'Angoulême qui est le frère aîné du duc de Berry, la duchesse d'Angoulême qui est Madame Royale, la fille de Louis XVI. Arrive également Monseigneur Latil, évêque de Chartres, qui va recueillir la confession du blessé. Le comte d'Artois, son père, accourt à son tour avec le duc de Maillé, et le duc de Berry, lui, répète qu'il a sans doute offensé cet homme et il réclame sa grâce, ce qu'il va faire tout au long des instants suivants. Le comte d'Artois pleure, étouffé d'émotion. Angoulême est au chevet de son frère. Madame Royale, qui a connu, on le sait, un certain nombre de misères tout au long de son existence, au cours de la Révolution. Madame Royale pleure également. On a fait venir Dupuytren, le fameux médecin, mais manifestement, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien à faire. La duchesse de Berry est complètement prostrée. Le duc lui demande
demande de se ménager pour l'enfant à venir, ce qui fait que tous les présents apprennent pour beaucoup d'entre eux la naissance annoncée. Le duc reprend sa confession, 5 minutes supplémentaires, et il réclame avoir ses petites filles qu'il a eues d'Amy Brown. Et Marie-Caroline, d'ailleurs, donne son accord. Le duc de Grigny part les chercher, rue Neuve des Mathurins, chez Amy Brown, et les enfants avaient vu d'ailleurs leur père l'après-midi à Bagatelle. On habite rapidement Louise et Charlotte, mais Amy Brown annonce qu'elle entend les accompagner à l'opéra. Finalement, elle restera dans la voiture, car évidemment, sa présence n'aurait pas été appréciée. Quant à Marie-Caroline, elle promet au duc de prendre soin de ses 2 filles. Elle va même leur présenter la fille qu'ils ont eue eux-mêmes, le premier enfant qu'ils ont eu depuis leur mariage. La pièce est maintenant remplie d'une vingtaine de personnes. Pendant ce temps, Amy Brown va attendre 3 heures rue Rameau. Elle va voir passer le curé de Saint-Roch qui vient donner l'extrême onction aux mourants. On écarte la duchesse, dont les sanglots accroissent la douleur du blessé, qui réclame encore une nouvelle fois la grâce pour le tueur. Decazes, le ministre de l'Intérieur, a réveillé Louis XVIII à 2 heures du matin, mais le roi ne vient qu'à 5 heures. Il faut dire que déplacer Louis XVIII, dont la santé est fragile, qui est énorme, c'est tout un problème. On va avoir du mal même à le faire monter dans le salon où se trouve le blessé. Charlotte et Louise vont rejoindre à ce moment-là leur mère, après avoir vu leur père mourant. Louis XVIII donc est porté dans la pièce. Berry, encore une fois, lui demande la grâce du tueur. En tout cas, il n'y a aucun espoir pour sauver le blessé. Et vers 6 heures, c'est la fin. Marie-Caroline revient auprès du corps de son mari et elle réclame dans une véritable crise de nerfs à Louis XVIII de pouvoir retourner dans son pays. Elle demande également le départ de Decazes. En effet, pour beaucoup, le ministre libéral va être considéré comme responsable de l'événement. Finalement, c'est Louis XVIII qui ferme les yeux du mourant et il repart ensuite. Le cadavre sera transporté au Louvre. Cet assassinat n'aura pas au final l'effet escompté, puisque on attendait du duc de Berry qu'il puisse avoir de Marie-Caroline un fils pour assurer la succession et la durée, le maintien de la lignée bourbonienne. Le duc d'Angoulême, son frère, n'avait pas d'enfant, et ce plan de Louvel, l'extinction de la race des Bourbons, selon ses propos, n'aboutira pas, puisque le 29 septembre 1820 surviendra la naissance d'Henri, duc de Bordeaux, comte de Chambord, celui que ses partisans légitimistes désigneront sous le nom d'Henri V au cours des décennies suivantes. Le corps du duc de Berry va être inhumé à Saint-Denis et son cœur dans une chapelle expiatoire installée à Rosny-sous-Bois. Mais il faut revenir sur le contexte politique dans lequel intervient cet événement dramatique. Decazes est en train de se préparer à faire adopter une loi électorale dont le projet devait être déposé le 14 février. Il avait même négocié avec le parti ultra représenté par Villèle un compromis sur ce point. Mais évidemment, l'événement du 13 février, l'attentat donc qui a lieu à l'Opéra, va venir bouleverser tout ce programme.
Louvel, en fait, est un isolé. C'est un fanatique hostile aux Bourbons, on l'a dit, qui considère cette dynastie comme illégitime, qui considère qu'elle a trahi la France à l'époque napoléonienne, au moment de la chute de l'Empire. Hein. Mais Louvel n'est pas parvenu à ses fins, puisqu'on va apprendre très vite que la duchesse de Berry attend un enfant, et on prie dans toute la France, évidemment, pour que ce soit un garçon. Hein. D'ailleurs, tout cela vaudra le nom d'enfant du miracle au jeune Henri, quand il viendra au jour. En tout cas, le duc de Berry est mort, cela va avoir des conséquences sérieuse. Un député ultra, Clausel de Coussergues, demande même la mise en accusation de Decazes, le ministre de l'Intérieur, pour complicité dans le crime. Charles Nodier écrit « J'ai vu le poignard de Louvel, c'était une idée libérale ». Voilà ce qu'il écrit dans le journal des débats. Donc, l'ennemi est désigné, le responsable est désigné, c'est tout le courant libéral qui représente en gros la gauche à l'époque de la Restauration. Quant à Chateaubriand, il affirme que la main qui a porté le coup n'est pas la plus coupable. Mais Louis XVIII, contre vents et marées, va soutenir Decazes. Il veut maintenir un équilibre entre les libéraux et l'opposition ultra. C'est sa grande idée pour essayer de rassembler, de réconcilier les Français à l'occasion de cette restauration entamée en 1815. Hein. Decazes va faire quelques gestes, renforcer la censure de la presse, faciliter les internements administratifs pour apaiser la colère des ultras, mais tout le monde est contre ces mesures parce que les ultras eux-mêmes considèrent que ça risque de se retourner également contre eux, et Decazes reçoit d'eux le surnom de Bonaparte d'antichambre, donc quelqu'un voulant instaurer une sorte de dictature. Et Decazes est même la cible de véritables appels au meurtre au cours des semaines qui suivent. Le comte d'Artois, le futur Charles X, le frère du roi Louis XVIII, la duchesse d'Angoulême, sa nièce, réclame au souverain d'ailleurs son renvoi, et finalement Louis XVIII va céder et rappeler le duc de Richelieu, mais avec le risque que la France se retrouve divisée en deux partis irréconciliables, les libéraux d'un côté, les ultra-royalistes de l'autre, là où Louis XVIII rêvait d'une sorte de rassemblement au centre qui aurait pour vertu d'apaiser le pays. Les élections qui interviennent en novembre 1820, des élections, je le rappelle bien sûr, un suffrage censitaire très étroit, 90 000 électeurs en tout et pour tout. Hein. Ces élections de novembre 1820 donnent une victoire complète aux ultras. C'est le début d'une réaction extrêmement affirmée au cours des années 1820. C'est très important pour la suite de l'histoire politique de la France au XIXe siècle. Réaction monarchique, réaction cléricale également. Hein. C'est la grande période de l'alliance du trône et de l'autel, puisqu'on espère effacer ainsi l'héritage idéologique de la Révolution française. Mais ce sera au final l'échec, on le sait, avec la Révolution de 1830. En tout cas, ces années de restauration ultra laisseront des traces profondes et détermineront dans une grande mesure l'histoire ultérieure du pays. Eh bien, tout cela, c'était le résultat de l'assassinat en février 1820 de Charles, duc de Berry.
Je reçois aujourd'hui Madame Michel Dassas, qui est une romancière qui s'est métamorphosée en historienne, qui a publié déjà un certain nombre de romans, mais plus récemment, un ouvrage consacré à la première femme qui a été docteur en droit, femme de robe, une Madame Jeanne Chauvin, et puis elle vient de nous donner, et c'est l'objet de notre émission d'aujourd'hui, à la lumière de Renoir. Il s'agit d'un ouvrage qui raconte la vie de Jeanne Bodot, qui a été une élève et une amie d'Auguste Renoir, l'une des icônes de l'impressionnisme. Alors, ce sont des ouvrages qui sont présentés comme des romans. Moi, je les retiens comme des ouvrages d'histoire parce que on y apprend évidemment énormément de choses. Les talents de romancière de l'auteur, eh bien, elle les a mis au service d'un travail historique de tout premier ordre parce que on connaît finalement assez bien l'histoire de l'impressionnisme. On a eu des grandes synthèses, jadis celle de John Revell, de Raymond Cogna. On a eu des biographies des grands peintres, Henri Perruchot, plus récemment de Pascal Bonafou, mais Jeanne Bodot, c'est une figure un petit peu périphérique, un petit peu marginale par rapport à toute cette époque, par rapport à tout ce courant, et c'est le grand mérite de Michel Dassas de nous la révéler. Alors, Michel Dassas, d'abord, pour quelle raison est-ce que vous vous êtes intéressé à ce personnage que vous nous révélez à travers votre ouvrage ? J'aime beaucoup révéler des destins de femmes, des femmes qui n'ont pas été très connues, mais qui, par contre, ont œuvré pour faire tout simplement que les femmes puissent... C'était la fin du 19e. Moi, j'ai une prédilection pour cette période, fin 19e, début 20e, pour que les femmes puissent travailler comme des hommes et surtout pouvoir un peu s'émanciper justement par leur travail ou simplement parce qu'elles aiment, elles sont passionnées par un art, pouvoir comme les hommes peindre. Et puis pour Jeanne Bodot, donc elle ne cherchait pas tellement à être connue, mais elle cherchait à pouvoir vivre de son art, même si elle n'avait pas vraiment besoin de vivre de son art. Elle voulait pouvoir travailler comme les autres. En fait, si je l'ai prise, cette femme, c'est que je cherchais cette fois-ci une artiste. Bon, la dernière fois, je m'étais attachée à un destin de femme qui... une juriste, voilà, une juriste. Et là, je cherchais une artiste, mais une artiste, bien sûr, sur laquelle il n'y aurait pas eu de biographie. Oui, on avait déjà Berthe Morisot, mais qui est bien connue. Mais Berthe Morisot, en fait, va se trouver toute proche de Jeanne Bodot, dans la même sphère que Jeanne Bodot, de par sa fille Julie Manet, qui sera une grande amie de Jeanne Bodot. Alors j'ai cherché... Il faut rappeler, pour préciser, que Berthe Morisot était la belle-sœur d'Édouard Manet. Oui, exactement. Alors, donc, je cherche comme ça, et on sait maintenant, avec Internet, on peut avoir beaucoup de choses qui sortent, et j'ai trouvé Jeanne Bodot, une toute petite biographie sur Wikipédia, et j'ai vu qu'elle avait écrit un livre en 1949 sur ses souvenirs, Renoir, ses amis, ses modèles. J'ai acheté ce livre et là j'ai découvert qu'en fait elle était vraiment dans la sphère des impressionnistes, elle était au cœur de toute cette petite société, ce microcosme en fait, et c'était tellement intéressant, tellement vivant. J'ai vraiment eu envie de m'intéresser encore plus à elle. Alors là, j'ai commencé un petit travail de détective. C'est ça, c'est la question que je voulais vous poser. Il y avait, je pense, un travail d'investigation, de documentation qui était quand même extrêmement complexe, parce que voilà un personnage, effectivement, encore une fois, qui était passé hors des radars jusqu'à maintenant. Un personnage, je le précise pour nos téléspectateurs, elle est née en 1877, et
Donc l'école impressionniste est déjà en place depuis les scandales de 1863-64. Et puis elle va mourir en 1957, à 80 ans. À 80 ans. Pour situer le parcours du personnage. Donc, pour revenir à cette question-là de votre enquête, l'investigation a dû être assez compliquée en dehors de ce petit ouvrage qu'elle a elle-même écrit où elle présente son parcours. Oui, où elle présente aussi tous les gens qu'elle a connus. Et c'est là que je me suis dit, mais elle connaissait 2 gars qui l'a même courtisé, même s'il était beaucoup plus âgé qu'elle. Mayol, Maurice Denis, bien sûr les petites Manet, celles qu'on appelle les petites Manet, Paul et Jeannie Gobillard, Julie Manet, donc, et énormément d'artistes, même d'actrices, etc. Elle a connu tout ce monde-là. D'écrivains également, Mallarmé, Valéry. Oui, bien sûr, qui était un grand ami, puisque tous les deux, mais ça c'était déjà un petit peu plus tard, juste avant la guerre de 14, elle était allée avec Mayol écouter un concert et Mayol n'arrêtait pas de dire « Ah oui, c'est très beau, tout ça, mais si c'était dans une grande cathédrale, ça serait beaucoup plus... voilà. » Donc, il n'arrêtait pas de dire ça, même les gens se retournaient parce qu'il faisait du bruit. Bon, il lui a dit « Écoutez, on en parlera plus tard. » Et à la sortie de la messe, lui est venue l'idée d'organiser quelque chose dans la cathédrale de Chartres. Alors, il a fallu 2 années pour en arriver là, pour mobiliser tous les amis, donc, qui sont d'ailleurs les amis des cathédrales. Ils ont fait une association, les amis des cathédrales, avec Valéry, qui était un grand membre de cette... Et ils ont pu jouer tout cela dans la cathédrale de Chartres, 2 ans avant la guerre de 14. C'est ça. C'est une femme qui prend beaucoup d'initiatives, oui, elle est passionnée, qui est bourrée d'idées, extrêmement curieuse dans son art également, toujours à l'affût pour trouver un paysage qui va la séduire et qu'elle va vouloir représenter. C'est une personnalité, en tout cas, extrêmement attachante. Alors, quelles sont ses origines? Quel est son parcours? Donc, elle naît d'abord à Courbevoie, mais ses parents ne vont pas rester très longtemps à Courbevoie. Son père, Émile Baudot, est médecin-chef de la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Alors, ils habitent 50 rue Thébout, donc dans le 9e arrondissement, mais au pied de la butte. Alors, est-ce que c'est comme ça que Émile Baudot est devenu le médecin de Renoir? Peut-être, mais je n'en ai aucune preuve. Peut-être est-ce aussi par le mariage de Berthe, donc la sœur aînée de Jeanne, et qui est entrée dans la famille de Paul Gallimard. Mais c'était très éloigné. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, on avait une grande facilité à se dire cousin-cousine, même quand on était très éloigné. Il y avait une vie familiale élargie, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et c'était très chaleureux, les rapports étaient très chaleureux. Et Paul Gallimard, justement, lui, il connaît très bien Renoir, puisqu'il achète ses œuvres, puisque c'est un grand collectionneur. Et elle demande d'abord à son père, parce qu'elle est passionnée par la peinture. Dans sa famille, personne ne peint. Elle est vraiment le petit canard. Voilà, donc, mais depuis son plus jeune âge, elle aime peindre. Donc on lui a déjà fait donner des cours de peinture par Jean-Baptiste Callot, qui est le père des fameuses sœurs Callot qui vont faire fortune dans la couture. Mais il a un enseignement très classique, Jean-Baptiste Callot. Et elle, ce qui lui plaît, c'est les impressionnistes. Les avant-gardes. Oui, parce qu'elle se sent un petit peu rebelle. Elle a 15 ans, 16 ans. Donc, à cet âge-là, on a envie d'être moderne. Et les impressionnistes, et surtout Renoir, dont elle entend beaucoup parler, alors elle demande à son père de rencontrer Renoir pour au moins qu'il lui donne un petit conseil, enfin son avis sur sa peinture. Ça va mettre un certain temps. Et Paul Gallimard va être l'entremetteur et va lui permettre de rencontrer Renoir. Alors qu'est-ce que représente Renoir justement à l'époque dans cette école entre guillemets impressionniste qui s'est progressivement constituée? Je rappelle les principales étapes. Il y a eu les scandales Manet du déjeuner sur l'herbe et d'Olympia. En 74, il y a l'impression au soleil levant de Monet. Dans cette constellation de talents nouveaux,
nouveau. Renoir, il est proche d'eux. Hein, ils sont allés peindre ensemble à Chailly, dans la forêt de Fontainebleau. Mais en même temps, il présente une originalité particulière qui va retenir plus spécialement l'intérêt de Jeanne Bodot. Oui, c'est surtout, elle est fascinée par ses couleurs, par ses... Et bon, en plus, la peinture de Renoir évolue toujours. D'ailleurs, il lui dit qu'il faut toujours continuer à apprendre. Lui, il dit qu'il apprend toujours, parce qu'elle lui pose la question, d'ailleurs, elle lui dit « Vous allez m'apprendre ?» Mais je ne veux pas vous apprendre, mademoiselle, moi je continue à apprendre tous les jours. Il avait une humilité extraordinaire. Oui, alors, Renoir a encore à cette époque-là, au moment où elle lui demande des cours, il a encore des détracteurs, il y a encore des gens qui se moquent de sa peinture. Il n'est pas encore arrivé. Quelques années plus tard, là, il ne sera plus contesté par personne, mais il est encore dans cette période où il ne gagne pas des fortunes de ses œuvres. Mais c'est tout de suite, d'emblée, c'est une connivence, une complicité qui s'installe entre les deux, alors qu'elle est beaucoup plus jeune que lui. Ils seront amis jusqu'au bout, mais des amis très forts, très... Oui, lui, il est né en 1840, je crois. 1841. 41, oui. Donc, il a l'âge vraiment d'être son père. D'être son père, oui. Mais malgré tout, bon, il n'est pas encore frappé à ce moment-là par les rhumatismes, ça ne va pas tarder à arriver, mais c'est un homme dynamique qui l'emmène visiter le Louvre, parce qu'il dit que c'est au Louvre. On doit copier les anciens. Il n'y a rien de mieux que les anciens. Oui, ça c'est quelque chose d'un petit peu original, parce que à l'inverse, nos impressionnistes, eux, ils sont des apôtres du plein air, et ils vont représenter des paysages. La copie des anciens, c'est un souci quand même de formation classique. Voilà, pour apprendre les techniques. Mais il lui dit qu'il faut bien sûr, il faut qu'elle apprenne les techniques, ça c'est important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va l'envoyer à l'Académie Julian. Alors, il dit bien sûr qu'il ne faut pas du tout montrer ses œuvres, il faut qu'elle aille là-bas pour profiter des modèles, ce qu'elle va faire, mais pas montrer ses œuvres à Jean-Paul Laurence qui dirige l'atelier, parce que évidemment lui, ça va pas, ce qu'elle va faire ne va pas lui plaire. Mais c'est un académique. Voilà, mais qu'elle lui apporte ses œuvres et puis il corrigera. C'est ce qu'elle va faire pendant un certain temps. Et oui, en plus il y a cette proximité, ils habitent pas très loin, en fait, puisque il est sur la butte, est installé sur la butte Montmartre, et peut donc suivre de près les progrès de son élève. Il descend avec plaisir, il s'arrête et on lui offre un bon déjeuner. Il est toujours ravi d'être chez les Bodot. Madame Bodot est charmante, c'est une femme qui aime recevoir. Elle est aussi ouverte à tous les arts. Donc, et puis le docteur Bodot est un homme très bon. Il adore sa plus jeune fille et il est prêt. Les deux parents sont prêts à... Elle a bénéficié d'un environnement familial tout à fait porteur dans sa démarche personnelle. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que l'on voit apparaître dans votre livre, ce sont des lieux emblématiques dans cette aventure. Je pense à Louvciennes, par exemple, je pense à la Provence, où elle va accompagner Renoir. Elle va le suivre. Voilà. Oui, partout où elle peut, à chaque fois qu'elle peut le voir, elle se précipite et tous les deux vont dans la campagne, ils emmènent leur chevalet et ils partent dans la campagne et tout de suite, Renoir trouve quelque chose à peindre. Il y a juste une fois où apparemment il était contrarié par une critique d'un littérateur, comme elle disait à l'époque, Franz Jourdain, qui avait encore dit des choses désagréables sur sa peinture. Alors là, ce jour-là, ils sont partis dans la campagne, mais pour une fois, Renoir n'a rien trouvé. N'a rien fait. Non. Démotivé. Oui. Mais alors, Louvciennes, c'est un lieu où on avait déjà vu fonctionner
mentionné Sisley, Pissarro est à proximité aussi. Il y a des lieux comme ça la Grenouillère n'est pas très loin, à Bougival. Paraît-il qu'il y a une luminosité particulière à Louvciennes. Et d'ailleurs, Renoir a donc conseillé à ses amis de venir là-bas pour profiter de tous ces lieux qui sont... C'est vrai qu'il y avait une très jolie campagne, sûrement toujours, mais à l'époque, c'était encore plus... Oui, c'était plus rural qu'aujourd'hui. Sûrement, puisqu'il y avait des poules qui se promenaient dans les rues de Louvciennes. Au moment où Renoir conseille au docteur Baudot de louer une villa à Louvciennes, en disant comme sa mère habitait là-bas, quand j'irai voir ma mère, on ira peindre ensemble. Et, bien sûr, c'est une raison qui va compter beaucoup. Oui, et puis donc ils vont d'abord louer une maison. Enfin, les parents Baudot vont d'abord louer une maison et ensuite ils achèteront une maison à Louvciennes. Et Jeanne vivra le reste de sa vie dans cette maison. C'est là qu'elle mourra. Et c'est là qu'elle mourra. En 1957. Alors il y a aussi une autre direction importante dans sa vie, c'est la Provence, avec ce séjour à Carry-le-Rouet, qui va être une première en quelque sorte. Et puis ensuite on la retrouvera également à Cagnes auprès de Renoir. Puisque tous les ans, de toute façon, il venait faire une sorte de cure au mois de février-mars. La famille Baudot allait rendre visite à Renoir dans le sud. Donc c'était l'occasion pour Jeanne de peindre aux côtés du maître. Et il lui a appris énormément. C'était vraiment son maître. Mais quand Renoir, après, avait aussi sa vie, ils ne pouvaient pas être tout le temps ensemble. Alors là, elle a pris un petit peu de distance aussi, elle a essayé sa propre voie. Et son peinture a évolué un petit peu. Et alors, quant à ses relations avec Renoir, il faut préciser aussi qu'elle était la marraine de Jean Renoir, le futur cinéaste de l'entre-deux-guerres. Donc, ils sont restés proches, d'ailleurs, toute leur vie. Jean Renoir, après la mort de Jeanne, a même tenu à faire une rétrospective de ses œuvres. Voilà. Et il avait d'ailleurs écrit quelque chose de très joli en disant « Ma marraine était une fée ». Une fée un peu goguenarde, mais une fée. Parce que elle aimait, à la fin de sa vie, elle était toujours bien sûr entourée d'un jardin avec des roses magnifiques. Elle allait chercher dans son jardin pour ses natures mortes, des sujets pour ses natures mortes. Elle était entourée de chats, elle avait une volière avec des perroquets, enfin des oiseaux exotiques plus ou moins, et elle était heureuse au milieu. C'était comme une fée qui arrive dans son petit monde et qui donne de la vie à tout ce petit monde qui se... Alors, le problème avec ce personnage, pour le lecteur d'aujourd'hui, le lecteur de votre ouvrage, c'est que, évidemment, on ne connaît pas son œuvre, on ne connaît pas ses tableaux. Alors, je signale d'ailleurs vous avez donné un article à la Revue du Vieux Montmartre, dans sa livraison de décembre 2019, sur Jeanne Baudot, et il y a là un certain nombre de reproductions de ses œuvres. Donc la Revue du Vieux Montmartre, décembre 2019. Alors quelles vont être les étapes qui vont voir sa reconnaissance par le public, par les critiques? Elle entre dans la carrière en quelque sorte, en gros, dans les années 1890 avec Renoir comme Cicérone. Et ensuite, quelles vont être les étapes qui vont voir s'établir sa notoriété? Après 1900, elle va participer à plusieurs salons. 1906, par exemple, salon des indépendants. Elle fait ses débuts et au début, elle est également avec Paul Gobillard, qui aime bien faire des portraits de bébés. Alors, Paul Gobillard, vous nous la situez? Alors, Paul Gobillard, c'est une des petites Manet. Voilà, donc c'est une fille d'une sœur de Berthe Morisot. Voilà. Elles vont toutes habiter, d'ailleurs, rue de Villejuste. Ça va être la rue de Villejuste où Jeanne Baudot
Voilà, elles constituent une petite équipe c'est une d'amis. petite équipe. Elles vont peindre ensemble au Louvre. Elles sont même très amies. Et Jeanne Baudot va même les inviter chez quelqu'un qu'elle considère comme sa cousine, même si je n'ai pas trouvé, en demandant aux descendants, à quel niveau pouvait se trouver. Alors, il y a des gens qui habitent Givry. Oui. Givry, en Bourgogne. Et ce monsieur, qui est d'abord colonel, il deviendra général, donc le colonel Clément, et son épouse vont accueillir les petites Manet et Jeanne Baudot pendant tout un été. Ouais. Et alors bien sûr, ces jeunes filles s'amusent comme des enfants, comme des jeunes filles de cette époque. Et là va se créer un lien très fort qui va durer toute la vie. Alors donc, début 1900, au moment donc, des salons où Jeanne va participer, Paul Gobillard et elle vont avoir un certain succès parce qu'on admire justement l'art qu'elles ont appris de Renoir. On voit qu'elles ont une touche particulière. Et au fil des ans, on va devenir plus critique à leur égard parce qu'on trouve, enfin les critiques trouvent qu'elles n'arrivent pas à se détacher de l'enseignement de Renoir. Et Paul Gobillard ne va apparemment pas en prendre trop ombrage, mais je pense que Jeanne va en souffrir dans un premier temps. Puis après, elle va passer là-dessus parce qu'elle est tellement heureuse d'être justement considérée comme l'élève de Renoir. Mais ce bonheur, on le ressent à la lecture de votre ouvrage. Oui. Nous sommes dans la Belle Époque, ce qu'il a été convenu d'appeler la Belle Époque après les drames de la guerre de 1914. C'est une époque de douceur de vivre. C'est ce qu'évoquera Jean Renoir dans ses films, La partie de campagne ou Le déjeuner sur l'herbe, par exemple. C'est un souffle, c'est un esprit qui anime votre livre, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un véritable bonheur de tourner ces pages. Alors, Jeanne Baudot, elle va être confrontée au cours de son existence aussi à d'autres questions. Elle va avoir un soupirant. Qui va la suivre longtemps, même si c'est de loin. Alors, racontez-nous là cet aspect-là, cette dimension de sa vie qu'on va dire sentimentale. Oui, alors Jeanne Baudot est une jeune fille. Elle est jolie, elle est assez grande, jolie et surtout très coquette. Elle change très souvent de toilette, les hommes l'admirent, et surtout les jeunes peintres qui tournent autour d'elle et qui, au Louvre, qui la regardent, et bien sûr, il y en a un qui va l'apprécier peut-être, et qu'elle va surtout peut-être apprécier un petit peu plus que les autres. Mais Jeanne est tellement prise par son art, tellement... c'est son premier amour, c'est la peinture. Et donc, je ne veux pas dévoiler non plus comment se passe l'intrigue, mais c'est d'abord l'art et Renoir. En fait, je pense que Jean Renoir disait que le seul véritable amour de sa marraine, c'était Renoir. C'était Renoir. Mais c'est un amour plutôt platonique. Un amour impossible, oui. Mais Renoir va la peindre. Parce qu'elle est non seulement l'élève, mais elle est également le modèle de temps en temps. Mais il va la peindre, vous allez la voir, toujours avec des chapeaux très fleuris. Ce ne sont pas les peintures de nus comme il a fait avec d'autres modèles. Mais alors, Jeanne, elle va être confrontée aussi au drame avec la guerre de 1914. Je pense que cette guerre a été vraiment un drame dans tous les foyers français ont subi cette cassure qui a fait qu'effectivement c'était vraiment la fin de la Belle Époque, la fin du bonheur. Oui, c'est ça. Et si Jeanne a pu résister à tout ça, c'est bien grâce à la peinture. C'est grâce à la peinture. Et elle le dit d'ailleurs dans ses mémoires,
Alors elle avait deux objectifs. Elle avait l'objectif de peindre, d'arriver à reproduire ce qu'elle voyait, puisqu'elle voyait. Et deuxième objectif, atteindre ce qu'elle appelait la beauté pure. Et grâce à cet objectif et à cette peinture, elle a pu, comme elle le dit, arriver à surmonter bien des atteintes terrestres. Oui. Et donc une sorte de spiritualité dans cette oui. quête. On retrouve dans son projet d'organiser la cérémonie que vous évoquiez, oui. La manifestation que vous évoquiez à la cathédrale de Chartres. Ça la rapprocherait d'un Maurice Denis, par exemple. Oui, et puis elle était très proche de Maurice Denis. C'est ça, ouais. Très très proche de lui. C'était une grande souffrance quand elle a appris que très peu de temps après l'avoir vu une dernière fois, subitement il disparaissait. Oui, il y a plusieurs disparitions qui interviennent dans votre livre, celle de Mallarmé également. Oui, pareil, subite. Qui vont, des disparitions qui vont forcément l'affecter. À propos de ces relations avec les différents acteurs de tout ce courant impressionniste, est-ce qu'elle a eu des relations particulières avec Monet, qui est un peintre qui m'intéresse particulièrement, c'est pour ça que je vous pose la question. Monet, d'ailleurs, donc dans ses mémoires, elle raconte, elle le voit, elle l'avait plusieurs fois, elle est allée, d'ailleurs, il lui a montré, elle a fait une visite, il y avait des œuvres qui étaient en train de se faire, je pense que ça devait être les grandes œuvres qui sont les plus admirées maintenant. Mais elle l'a vu pas mal de fois, puisque Renoir était un grand ami de Monet. Monet, c'était juste. Il nous en a donné un portrait d'ailleurs, Renoir, un portrait de Monet qui est particulièrement expressif. Donc elle l'a vu. Alors il n'y avait pas que Monet, il y avait bien sûr tous les autres. Puisqu'à un moment donné, elle était donc en train de peindre en tant qu'élève. Il y avait Matisse, Manguin, tous ces gens-là qui étaient autour d'elle. Elle les a connus tous. Et c'est ça qui est fabuleux, parce qu'une personne comme ça qui est au milieu de tous ces gens qu'elle côtoyait, mais ensuite après elle les invitait à déjeuner à Louvciennes. Sa mère, qui aimait recevoir, a continué à entretenir des liens avec tous ces gens-là. Toute une sociabilité extrêmement intéressante pour rendre compte de ce qu'était la vie de tout ce milieu. Ils étaient heureux, ils étaient très heureux, parce que leur art leur apportait un tel bonheur que. Et puis le plaisir de se voir aussi, de parler de leur art, de leur progrès, de leur... Eh bien, je crois que ce bonheur, vos lecteurs le retrouveront en se penchant sur votre livre, donc à la lumière de Renoir, aux éditions Ramsay. Merci. Merci beaucoup.